Dans tous les pays qui ont été occupés par le Reich entre 1939 et 1945, se sont développées des formes de résistance. Pourtant, il vaut mieux parler de résistance européenne au pluriel plutôt que de la résistance en Europe, car ces résistances se sont toujours inscrites dans un contexte national particulier. On peut prendre plusieurs exemples. En Pologne, les Allemands voulaient voir disparaître la nation polonaise, l'identité polonaise, la culture polonaise, dès 1939, dès qu'ils occupent ce territoire. Résister, du coup, devient une question de survie, et cela permet de comprendre que la résistance polonaise se développe immédiatement, dès la défaite. Un gouvernement clandestin est même constitué à Varsovie avant même la capitulation de l'armée régulière. Et cette résistance polonaise va s'appuyer sur les cadres politiques, les cadres syndicaux traditionnels qui vont être interdits par les Allemands. À l'inverse, dans d'autres pays, le Danemark ou encore la France, le Reich va maintenir en place des gouvernements locaux. L'exemple de la France est tout à fait illustratif, puisque si le nord du pays est occupé, la zone sud, la zone dite libre, voit se développer le gouvernement de Vichy avec le maintien d'un appareil d'État, d'une administration, d'une police. Dans ce contexte d'occupation particulier, résister ne va pas forcément de soi, parce que résister, cela signifie à la fois s'opposer aux Allemands, bien sûr, mais aussi enfreindre la loi de son propre État, la loi du gouvernement de Vichy, avec à sa tête le maréchal Pétain, dont le prestige est immense. Cela explique donc que la résistance en France ait connu des débuts plus difficiles et n'ait pas été aussi immédiate qu'en Pologne, par exemple. Et puis ensuite, selon les pays concernés, le projet de la résistance n'a pas forcément été le même. Il s'agit dans certains cas d'établir, de rétablir le régime politique qui était en place avant la guerre. Il peut s'agir parfois d'une monarchie, il peut s'agir d'une démocratie, mais il s'agit aussi dans d'autres cas d'effectuer à la fin de la guerre une révolution, si possible une révolution communiste. L'évolution, le développement des résistances en Europe va répondre à la fois à des facteurs externes, mais aussi à des facteurs internes. Cela explique que la chronologie ne soit pas toujours la même selon les cas, même si un certain nombre d'événements militaires à l'échelle mondiale vont aussi forcément impacter les résistances en Europe. Quelques grands événements vont ainsi encourager la résistance européenne. Par exemple, l'attaque en juin 1941 de l'URSS par les Allemands entraîne dans tous les pays d'Europe occupés une mobilisation des militants communistes, des partis communistes clandestins, qui du coup intensifient leur action dans la résistance. De même, des événements comme le débarquement allié en Afrique du Nord, la victoire soviétique à Stalingrad ou les différents débarquements sur les côtes européennes, en Sicile en 1943, en Normandie en juin 1944, vont forcément avoir un impact sur les résistances en leur montrant que l'heure de la libération approche et en les encourageant à se mobiliser toujours davantage et à passer à l'action. Maintenant, dans chaque territoire européen, il y a aussi des facteurs internes qui vont jouer sur les résistances. Si on prend le cas de la France, par exemple, on peut considérer que les rafles de juifs de l'été 1942 ou l'adoption de la loi sur le STO, le service du travail obligatoire, en février 1943, sont des moments qui vont favoriser la résistance française et lui permettre d'étendre son audience au sein de la société française. On réduit souvent l'apport de la résistance
à l'effort de guerre allié à des questions militaires, notamment à la participation au combat de la libération en 1944-1945 selon les cas. En réalité, la résistance a d'abord eu symboliquement, simplement, le mérite d'exister. En existant, la résistance montre que les nazis ne peuvent pas appliquer dans les territoires qu'ils occupent leurs projets, leurs programmes, qu'ils se heurtent à des formes d'opposition. Ensuite, cette résistance a permis aux Alliés d'avoir des relais à l'intérieur même des pays occupés. Dès l'été 1940, Churchill avait créé le SOI, des services secrets britanniques chargés d'agir au sein de l'Europe occupée pour obtenir des renseignements, mais aussi pour mettre en place des réseaux, des filières d'évasion. Et en la matière, le rôle de la résistance a été très important. Des réseaux se mettent ainsi en place, y compris sur le plan transnational, comme par exemple le réseau Comet, qui prend sa source à Bruxelles, mais concerne aussi la France, le réseau Pat O'Leary, qui va agir dans toute l'Europe de l'Ouest. Et ces réseaux vont permettre, par exemple, de prendre en charge des aviateurs alliés abattus au-dessus des territoires occupés pour leur permettre de rejoindre leurs rangs. Il y avait aussi un réseau, l'Orchestre Rouge, qui, lui, était relié à Moscou. Évidemment, lorsque se précise la bataille de la libération, le rôle de la résistance dans tous les territoires concernés va être important. Ces résistances n'auraient pas pu libérer toutes seules leur pays de l'occupation nazie, mais elles vont jouer un rôle d'appoint essentiel pour les Alliés, en pratiquant par exemple des sabotages qui vont gêner les transports, les communications des Allemands, en donnant des indications aux Alliés sur les sites stratégiques qu'il faudrait pouvoir bombarder. Et surtout, ces résistances européennes organisent des insurrections, notamment dans des grandes villes comme Paris, mais aussi comme Varsovie, qui vont obliger les Allemands à maintenir des troupes à l'arrière des fronts, soit le front de l'Ouest, soit le front de l'Est, où se joue le sort décisif de la bataille, le sort décisif de la guerre. Dans certains cas, l'exemple le plus symbolique étant celui de la France, toutes les composantes de la résistance vont parvenir à s'unir. C'est donc le cas en France grâce aux efforts de Jean Moulin qui va permettre de créer le Conseil national de la résistance où sont représentés aussi bien des communistes que des gaullistes, des représentants de la gauche, de la droite, des syndicalistes. Voilà. Donc c'est une union de la résistance et cette union va se maintenir au moment de la libération et va donc permettre un retour aux institutions démocratiques dans un certain consensus. Cette union va aussi permettre de se mettre d'accord autour d'un programme commun qui permettra la mise en place d'un État-providence avec de grandes réformes sociales. On observe la même évolution en Belgique, aux Pays-Bas par exemple. À l'inverse, dans d'autres pays, cette union de la résistance n'existera pas. Communistes et royalistes notamment s'opposent. Ce sera le cas en Grèce, en Yougoslavie. Une fois que les Allemands seront partis, eh bien, les résistants s'opposeront entre eux dans le cadre de véritables guerres civiles. Donc, l'organisation, la nature de la résistance influe évidemment sur les régimes politiques qui se mettent en place à la fin de la guerre, même s'il ne faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel sont des zones d'influence stratégique entre les Américains et les Soviétiques. Dans les territoires qui sont sous influence soviétique, eh bien, les Soviétiques vont favoriser la prise du pouvoir par les résistants communistes au sortir de la guerre. À l'inverse, dans les zones sous influence américaine,
Moscou demandera au Parti communiste de jouer le jeu de l'union nationale, donc de favoriser l'unité autour de la résistance parce que Moscou n'avait pas les moyens de soutenir ou d'encourager des révolutions dans ces pays. Donc c'est aussi ce partage de l'Europe, quelque part déjà, entre Europe de l'Ouest sous influence américaine et Europe de l'Est sous influence soviétique, qui explique des régimes politiques différents à la libération.